Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'UFC 248, son co-main event monstrueux entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk et un main event entre Israel Adesanya et Yoel Romero, ô combien décevant. Alessandro Pitzus est en vacances et c'est donc notre goat maison, le puppet master, l'homme aux manettes. Habituellement, Roland Richard qui s'y colle. Bonjour Roland. Bonjour à toutes et à tous. Et puis comme toujours la masterclass personnifiée, Jérôme Guillas avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Roland, bonjour à tous. Et on est ravis d'avoir Roland avec nous aujourd'hui. Mais je suis ravi aussi. Eh bien plaisir partagé, je suis Guillaume, comme toujours ravi d'animer cette émission. Bien KO, saison 2, épisode 6 spécial UFC 248, c'est parti. Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk, co-main event de folie, sans doute le plus grand combat de l'histoire du MMA féminin. Donc pour rappeler rapidement le contexte, c'était pour la ceinture strawweight, première défense de ceinture pour Weili Zhang, qui est la première championne chinoise de l'histoire de l'organisation, qui était attendue au tournant face à une ancienne championne et une véritable star de l'organisation. Elle a assumé. Est-ce que pour vous, pour toi Jérôme, ce combat est bien le plus grand de l'histoire du MMA féminin tout simplement ? On s'attendait en tout cas à un fabuleux combat. C'était écrit à l'avance et on n'a pas été déçus. Ouais. C'est un des plus grands combats féminins qu'on a pu voir. Alors peut-être pas le plus grand. Moi j'ai bien aimé aussi le combat Namajunas contre Jedrzejczyk déjà à l'époque. En tout cas pour moi, elle est présente dans mon top 2. C'est une combattante incroyable. Dana White l'a souligné après le combat. Elle est partie à la guerre face à une adversaire qui était plus puissante qu'elle, plus costaud et qui était favorite, mais voilà, le combat a tenu vraiment toutes ses promesses. Alors le plus grand, moi je dirais non, mais je le mettrais en 2. Voilà. Et toi Roland ? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut bien rappeler dans ce combat, ce qui est extraordinaire et ce qui aussi donne cette impression, c'est l'émotion qu'on a ressentie lorsqu'on était devant ce combat. Les commentateurs d'ESPN étaient pareil dithyrambiques, qui ne savaient plus qui menait après chaque round. On a vraiment assisté à un grand moment et je pense que c'est cette émotion qui nous fait peut-être imaginer que c'est le plus grand combat de l'histoire. C'est qu'on est marqué en fait. Bon, et puis il y a des chiffres évidemment qui traduisent ça aussi. 351 frappes significatives pour l'ensemble des deux combattantes. C'est le 3e plus grand total de l'histoire de l'UFC, tout simplement. Et peut-être un chiffre qui est également marquant, c'est 186 frappes significatives pour Jedrzejczyk. Et là, c'est un record pour une combattante battue dans l'histoire de l'UFC. On était à 165 pour Wang Weili, pour Zhang Weili. Oh, il y a eu un beau petit moment dyslexique. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Cormier après le combat. Il dit, voilà, je pense que c'est une histoire, en fait, qu'elles nous ont racontée. Et c'est une histoire que nous-mêmes, on va raconter après. C'est un combat dont on va se souvenir. Et ce sont ces combats-là, c'est effectivement, qui en général marquent l'histoire. Donc ça nous a marqué, les visages aussi étaient marqués parce qu'il y a eu un avant-après qui était assez saisissant pour les deux combattantes, notamment Joanna Jedrzejczyk qui à partir du 3e round était vraiment en sale état. C'était la sœur des frères Bogdanov. Exactement, très clairement. À la fin du combat complètement, et qui pourtant n'a pas lâché. Et puis surtout, ce qui fait que ce combat-là va rentrer dans la légende, c'est qu'il y avait cette véritable incertitude, comme le combat Jones contre Gustafsson, qui lors de cette UFC 248, l'UFC a donc annoncé qu'il allait entrer au Hall of Fame. C'était peut-être pas, d'un point de vue technique, ce combat-là le plus beau de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait cette incertitude où tout le monde s'est dit pendant le combat Gustafsson-Jones 1, est-ce que le GOAT va perdre son titre ? Et là, c'est un peu cette impression qu'on avait. Ouais, alors, Jones-Gustafsson, c'est quand même une décision unanime pour Jones. Je tiens à le rappeler. Là, on a une décision partagée entre Zhang et Jedrzejczyk. Et d'ailleurs, décision partagée qui aurait pu être partagée dans l'autre sens. Enfin, on peut dire plein de choses sur ce combat, effectivement, qui était fabuleux. C'était quand même un combat où on a vu exclusivement du striking. Alors, c'était pas la faute de Zhang parce qu'elle a essayé d'amener au sol, mais la défense de lutte de Jedrzejczyk était extraordinaire. Donc le combat est resté debout. Pour avoir le plus grand combat de tous les temps, moi j'aime bien qu'il y ait plusieurs niveaux, qu'on aille au sol, qu'on se relève, qu'on ait du striking, du grappling, du clinch. Bon là, il n'y a pas eu vraiment tout ça, mais le combat était d'une intensité effectivement extraordinaire et décision partagée, contrairement à Jones-Gustafsson. Et pour moi d'ailleurs, Jedrzejczyk gagne le combat. Moi, j'étais pas loin d'avoir cette impression aussi pendant le combat. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est que
il y a eu vraiment des momentum en fait. Il y a eu des moments où clairement, je pense particulièrement au 3e round. Pourtant, c'est le moment où l'hématome là sur la tête de Jedrzejczyk commence à se former, puis il sera effectivement énorme au point qu'il y a une parenté avec les frères Bogdanov qui est imaginable. Mais ce moment-là où vraiment Jedrzejczyk, elle domine le combat, elle arrive à la fois à travailler les jambes, elle travaille toutes les hauteurs du corps, ça aussi c'est magnifique chez elle. Elle a vraiment une technique qui lui permet de travailler low, middle et high, et puis avec jambes et poings. Et on se dit, moi vraiment, le 3e round se termine, on voit Zhang qui saigne du nez. Alors c'est vrai qu'il y a cet hématome sur le visage de Jedrzejczyk, mais je me dis, waouh, elle a réussi quand même à prendre le dessus, elle commence vraiment à dominer le combat, puis le début du 4e, on a l'impression que Zhang, en fait, il lui est rien arrivé les 3 rounds d'avant. Elle repart, elle attaque, elle frappe très très fort. Et le 5e, elle finit, je trouve, un peu plus fort même que... Ouais, c'est surtout le 5e où elle domine largement. Les autres rounds sont très très serrés. Et on aurait pu donner 3-2 à Jedrzejczyk ou 3-2 à Zhang, effectivement. Moi, je donnerais plutôt à la polonaise, mais bon. Après, il y a un truc qui est marquant, c'est que là aussi, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait une véritable opposition. C'est-à-dire que Zhang, effectivement, elle frappe plus fort. Ça, on voit, chaque fois, Jedrzejczyk, elle accusait le coup. Bon, elle arrivait à en sourire, c'était un peu de la provoque, moi j'aime bien. C'est ce moment-là où on prend un coup puis on se marre, alors qu'en fait, c'est vraiment le moment où on a très mal. Mais de l'autre côté, par contre, quelle technique, quoi. C'est incroyable. Il y a de la hanche tout le temps, c'est magnifique, vraiment. Et notamment, il y a eu des middle qui sont passés, qui étaient vraiment, vraiment très beaux. Et puis des frappes de tout, vraiment. Il y avait du jab, il y avait de la frappe arrière. Moi, j'ai vraiment trouvé le combat incroyable. J'ai terminé le combat en me disant, c'est un peu dommage que ça puisse pas être un match nul parce qu'on n'avait pas vraiment envie qu'en fait une des deux sorte victorieuse. Après, si on se range à ce que dit Jedrzejczyk elle-même à l'issue du combat, elle a été hyper fair-play dans son interview post-combat. Elle dit, bon, vraiment, c'était un combat incroyable. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce combat-là. Et c'est une grande championne, bravo à elle. Il faut quand même être juste. Quand on avait vu ce qu'avait fait Zhang, c'était face à, je veux pas dire de bêtises. Jessica Andrade. Face à Andrade, c'est ça. Là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça avait duré 45 secondes, ce combat-là. Ça avait été extrêmement violent. Quand on voit ce que fait Andrade aussi de son côté après avec Rose Namajunas, là, on est quand même sur du très, très haut niveau de combat. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse résister à cette puissance, en fait, sur 5 rounds. Avec tout ce qu'elles ont pris dans le visage, parce qu'on parlait là des 186 frappes significatives pour Jedrzejczyk, mais il y en a eu donc 160 aussi pour Zhang Weili. On est sur un combat d'anthologie, à minima. Alors, on parlait, est-ce que c'est le plus grand combat de l'histoire ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais cette intensité, ce qui est incroyable, il y a eu vraiment des moments 3, 4e round où ça frappe des deux côtés successivement, les deux encaissent, les deux continuent de frapper avec la même intensité. On a l'impression qu'elles en veulent plus que tout, quoi. Elles veulent remporter ce combat. Il y a eu des moments incroyables d'intensité. Sur le gong final, l'image est juste incroyable. Il y a Zhang qui met une énorme frappe et Jedrzejczyk qui fait un spinning back fist. Voilà, un coup de poing retourné juste sur le gong. Enfin, c'est fabuleux, quoi, d'avoir encore autant d'envie alors qu'il reste rien dans ce combat et tenter un coup pareil qui était pas loin de faire mouche d'ailleurs. On aurait eu le chaos le plus tardif de l'histoire de l'UFC, oui, et de lucidité, bien sûr. Et de lucidité, parce que c'est incroyable. Au bout de 24 minutes, d'arriver toujours à être lucide, à garder, à avoir sa garde toujours en l'air, et à pas se prendre de coups, en fait, autrement que parce que c'est l'adversaire qui a réussi vraiment à construire ça. C'était impressionnant. Et après, juste pour revenir sur le visage tuméfié de Jedrzejczyk, il faut quand même expliquer aussi, alors c'est très impressionnant, mais c'est une athlète qui marque beaucoup. Elle a souvent des œufs sur le visage, sur le front, en fait. Elle absorbe assez mal les chocs, ça se voit très très vite chez elle. Voilà. Et puis elles sont sorties de l'hôpital, toutes les deux, sans aucun dommage majeur, sans blessure sérieuse, donc on est rassuré pour elle. Et moi, ce combat m'a fait un petit peu penser à Max Holloway contre Dustin Poirier il y a 1 an, où justement il y avait aussi cette impression du volume, donc représenté par Yona, contre la puissance qui était Dustin Poirier. C'est la puissance, là encore, qui s'était imposée lors de cet événement. Il y avait aussi Israël Adesanya qui s'était imposé face à Kelvin Gastelum pour le plus beau combat de l'année, qui est aujourd'hui au panthéon des combats de MMA. Là aussi, un combat, mon cher Jérôme, qui s'est déroulé exclusivement debout. Donc aujourd'hui, quand il y a l'enjeu, le rythme, l'intensité, comme le disait Roland, la qualité globale, est-ce que pour toi, le combat, on peut quand même dire, hommes, femmes confondus, ça va marquer l'histoire? Le combat Jedrzejczyk-Zhang. Complètement. Ouais, bien sûr, c'est un énorme combat. Roland l'a dit, d'anthologie, on regarde les stats du combat, elles sont juste folles. Alors ok, c'est pas aller au sol, mais aussi parce que Jedrzejczyk a superbement bien défendu. Elle est 1/8 en tentative de takedown Weili Zhang sur le combat. Donc voilà, c'est remarquable. Donc ouais, c'était que du striking, mais en même temps, c'est ce que recherche l'UFC, c'est ce que veut voir le public américain dans sa grande majorité. Donc ouais, ça restera parmi
le top 5 des plus grands combats de l'histoire de l'UFC sans problème. Sans problème, facilement. Ah voilà, c'est la réponse que je voulais entendre. Là, donc avec ces victoires, est-ce que Weili Zhang, qui a montré vraiment qu'au niveau de la puissance, ça va être très très compliqué de la bouger comme l'a justifié Roland, elle a réussi une première défense de ceinture majuscule, est-ce qu'elle peut devenir le nouveau visage du MMA féminin qui manque quand même de superstars depuis le départ de Ronda Rousey? Certes, nous avons Amanda Nunes, mais on voit bien dans les chiffres en pay-per-view que ça n'a pas le même impact que Rousey qui faisait, on le rappelle, la une du magazine ESPN et qui était présente dans tous les plateaux télé. Jérôme? Ouais, alors Ronda Rousey est américaine. C'est important de le souligner quand même. Amanda Nunes n'est pas américaine. C'est aujourd'hui la superstar de l'UFC, du MMA féminin, très clairement. On pourrait même se demander si elle peut être battue, à la régulière en tout cas. Donc on verra. Zhang Weili peut-elle être le nouveau visage? Je sais pas, je suis pas sûr. La nouvelle star, j'en sais rien. Il faudrait qu'elle parle un peu mieux anglais déjà. Ça risque d'être un peu compliqué, même si elle se débrouille. Non, mais elle se débrouille pas trop mal. C'est parce que c'est l'épisode du traducteur chinois là dont on parlait juste avant l'émission. Ouais, non, c'est pas drôle. Que ça, mais bon. Et puis, une première défense réussie, ok, alors qu'elle était favorite. Pour moi, elle perd ce combat quand même. C'est important je me répète, mais voilà, elle gagne pas le combat. Donc, je sais pas si elle peut être la future star. Je sais pas si elle peut battre Andrade. En termes de puissance, ça s'équilibre pas mal. Elle est sans doute un peu plus puissante quand même. Elle a un peu plus de technique, mais je sais pas. Moi, je crois qu'elle correspond pas tellement à ce qu'est l'UFC. Je pense en fait, elle est trop sage, elle est trop gentille, trop bienveillante. Là, ce qu'elle dit après le combat, elle dit c'était un super combat, on est des artistes des arts martiaux, on veut pas de trash talk, mauvais plan pour l'UFC. On veut du respect mutuel, oulala, pareil, c'est pas très UFC compatible ces histoires-là. Je pense que Zhang, c'est une très grande combattante. C'est spectaculaire ce qu'elle propose, mais je crois pas qu'elle convienne vraiment à ce qu'est l'UFC. Je suis pas sûr que du coup l'UFC ait vraiment envie d'en faire une superstar. C'est une très grande combattante, pas de problème, mais de là en faire une icône, quelqu'un vraiment sur qui on puisse capitaliser. Alors le truc qui joue pour elle, c'est qu'elle est chinoise. Ah oui, il y a le marché chinois à aller chercher. Voilà. Et que c'est un marché évidemment énorme pour l'UFC, pour toutes les organisations en fait sportives à travers le monde. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'elle corresponde complètement à ce qu'est l'UFC et à ce que souhaite l'UFC. Bon, après, elle a une histoire, elle est courageuse. Là, on l'a vu encore dans son programme d'entraînement. Alors, elle a quitté début février la Chine à cause du coronavirus. Elle est passée par la Thaïlande. Ensuite, elle est passée par Abu Dhabi. Finalement, elle arrive aux États-Unis. Elle gagne quand même son combat. Voilà, il y a un storytelling qu'on peut construire autour d'elle. Mais elle est pas hyper charismatique, faut quand même le dire. Moi, quand on regardait le combat... Enfin, clairement, Jedrzejczyk, elle envoyait plus de trucs, elle souriait plus, elle était plus expressive, elle donne plus de choses dans le combat, aussi au public. Ça s'est vu à son entrée, avant le combat. Voilà, elle a fait une entrée très humble, respectueuse, à la chinoise, comme elle le dit elle-même dans les interviews d'avant-combat. Elle disait, voilà, nous, en Chine, on est très respectueux, très humble, on va pas se mettre en avant, pas de trash talk. Tout le contraire de Jedrzejczyk avant le combat, où elle a été, comme à chaque fois quand elle fait stare down, elle a deux doigts de mettre une tarte à son adversaire. Elle parle tout le temps, elle parle beaucoup. Voilà, et bon, à la fin du combat, Jedrzejczyk, ça m'a un peu surpris qu'elle accepte aussi bien sa défaite, parce qu'elle gagne. Hein. Mais voilà, ça ne leur semblait pas d'être aussi humble, d'applaudir son adversaire. Contre Namajunas, elle perd 2 fois, et bon, elle dit qu'elle a gagné les 2 quasiment, même quand elle se prend un KO. C'était assez bizarre de la voir aussi émue. Après le combat. Elle était aussi à son top, elle était arrivée dans des nouvelles dispositions, nouveau manager, nouveau petit ami également, nouveau nutritionniste, donc c'est peut-être aussi le fait de se dire on a été à la décision ensemble, elle a pris quand même pas mal de dommages et de se dire je vais jusqu'à tout ça et je perds quand même. Bon. Et puis pour revenir sur Weili Zhang, tout dépendra à mon avis aussi de ce que fait l'UFC sur le marché américain vis-à-vis d'elle, parce que pour l'instant en tout cas en Chine, ils ont l'air de mettre le paquet. Quand elle a gagné le titre, c'était à l'UFC Shenzhen, organisé Absolument. Pour elle. Un UFC Shenzhen qui n'était pas un UFC numéroté, donc qui n'était pas un UFC pay-per-view, pour lequel l'UFC avait fait une conférence de presse qui est très rare pour les événements non numérotés. L'UFC a aussi ouvert l'année dernière un UFC Performance Institute encore plus grand que celui aux États-Unis. Ouais. Donc ça montre quand même qu'ils essayent un petit peu de pousser tout ça. Et puis, Jérôme, est-ce que on peut revenir aussi sur le style, mine de rien, de Weili Zhang qui nous vient du Sanda, et où là on se dit il y a potentiellement une avalanche d'athlètes chinois qui vont venir vers le MMA prochainement, et ça pourrait être potentiellement Weili Zhang que la première d'une longue ligne. Oui, effectivement, elle peut ouvrir la voie à pas mal de monde. Ouais, son style, c'est un style très agressif, très puissant,
très fort en striking, avec des bonnes techniques de coups. On l'a pas bien vu samedi soir, mais elle a un potentiel de lutte, je pense, assez important. Je pense qu'elle peut très très bien contrôler ses adversaires au sol et délivrer un grand end-pound surpuissant. Elle a un style qui peut faire très mal et effectivement ouvrir la voie à pas mal de combattants chinois formés à la même école. Et juste après cet énorme co-main event qui a surpris tout le monde, on avait le tant attendu combat principal de la soirée entre Israel Adesanya, nouvelle star de l'UFC, face à Yoel Romero, l'insubmersible Yoel Romero, qui est resté sur 2 défaites consécutives, mais pourtant qui n'avait rien perdu de son aura. Et malheureusement, le combat a été un grand flop, parce que tout simplement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et oui, Dana White a lui-même reconnu que c'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir voulu organiser ce combat-là, alors que c'est lui qui avait aussi poussé pour cette organisation, qui avait loué Adesanya pour dire qu'effectivement, il voulait ce combat contre Yoel Romero. Il aurait pu attendre Paulo Costa sagement. Et finalement, voilà, on a eu 5 rounds au bout de l'ennui. Est-ce que, pour toi, Jérôme, c'est l'un des pires combats pour le titre de l'histoire de l'UFC? Je suis un peu gêné avec ce combat et avec cette question et même avec le débat autour de ce combat. Alors, ok, on s'attendait pas vraiment à un combat pareil. C'était pas intéressant, c'était long, c'était au bout de l'ennui, comme tu l'as dit, Guillaume. Maintenant, je me souviens de quelques combats d'Anderson Silva quand il défendait son titre, qui était quand même contre Demian Maia notamment. Contre Demian Maia, je crois que c'est peut-être le pire, hein, catastrophique, vraiment. Donc non, je dirais pas que c'est le pire. Et en plus, j'ai du mal à comprendre Dana White, les critiques de Dana White et même les critiques globalement envers Romero. Pour moi, Romero, il fait pas un si mauvais combat que ça. Hein. Ah, quand même. Ah, il fait pas un si. Et puis regarde la carte des juges. Bah, il est pas plus passif qu'Adesanya. Et même la justification d'Adesanya après, regardez, je lui ai détruit la jambe, regardez. Mais non, bah, on n'a rien vu. T'as mis des low kicks. Bon, ok, super. C'est tout. On n'a rien vu dans ce combat. On n'a rien vu de la part du champion. On n'a rien vu de la part des deux. En même temps, c'est pas spécialement à Adesanya ce qui se passe, si on fait rapidement. Si c'est l'argument, c'est pas au champion de faire le combat, je vais te faire un stop tout de suite. Non, c'est ce que lui, c'est comme ça que lui le défend. Bon, voilà. Je trouve que dans le premier round, Romero ne fait absolument rien. Il attend, il contre. Et ce qui se passe, et ça par contre, Adesanya le raconte bien, il dit, voilà, moi je suis rentré 1 ou 2 fois, j'ai pris un contre. Qui est quand même assez violent. Oui, 2 contres terribles, hein, vraiment des gauches très puissantes. Le truc, c'est que ça ébranle même pas Adesanya, en fait. Ça le fait pas vaciller, il est pas sur les pattes arrière, comme ça avait été le cas avec Gastelum, pour le coup. Là, il est pas ébranlé. Et Adesanya le dit, il dit, une fois qu'en fait j'avais vu que je pouvais encaisser cette puissance, moi après j'ai que travaillé. J'ai marqué mes points en gros et j'ai fait le job. Je pense que les 2 adversaires avaient peur l'un de l'autre, clairement. Je pense qu'ils avaient peur l'un de l'autre. Ce qui est plus étonnant en fait de la part de Romero, c'est qu'il a 42 ans, que c'était... Je crois que tu as raison, ils avaient peur l'un de l'autre, mais je crois qu'Adesanya avait plus peur de Romero que Romero d'Adesanya. Et ça s'est vu dans le combat, dans les attitudes et même dans le regard d'Adesanya. Moi, je crains, en fait, je vais te dire, je pense qu'Adesanya avait peur de Romero, avait peur de la puissance de Romero. Ça, je pense que c'est assez clair. En revanche, je pense que Romero avait pas tout à fait le physique pour tenir 5 rounds. Et je pense qu'il s'est dit, je vais démarrer doucement et je vais accélérer sur la fin. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que... C'est ce qu'il fait souvent, d'ailleurs. Mais justement, sur les derniers combats de Romero, il a été, face à Adesanya, plus actif que dans les autres combats où il attend plus. Parfois, on le voit, il marche, ou voire il reste statique, il attend. Là, tu vois, il ne bouge pas. Et là, je l'ai trouvé plus dynamique que d'habitude. Ça m'a même surpris. J'étais surpris. J'ai revu là, le combat face à Paulo Costa, qui est donc ce qui attend Israel Adesanya. Ce sera une toute autre tisane. Un combat que Romero gagne, d'ailleurs, aussi. Alors là, honnêtement, je suis par contre pas tout à fait d'accord. Contre Costa, bien sûr. Oui, contre Costa. Mais Romero, il est beaucoup plus actif face à Costa. C'est incomparable. Moi, je l'ai revu du coup hier parce que je voulais quand même en avoir le cœur net. Romero, il est très actif dans ce combat. Il prend beaucoup de coups. Costa aussi. D'ailleurs, les deux, ils en prennent quand même un paquet. Mais Romero pouvait faire autre chose. Moi, mon regret, en fait, c'est que je suis pas sûr que Romero ait quand même tout à fait pris conscience de l'enjeu pour lui, sur le plan de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Dana White à la fin, là, en interview. Il dit... je sais pas s'il a réalisé qu'en fait c'était sa dernière chance de title shot, quoi. Il en aura plus, en fait, Romero. Il a 42 ans, il avait l'occasion de battre en plus un champion invaincu, Israel Adesanya, qui est en plus un très fin technicien. Gagner ce combat-là, c'est pas rien, c'est pas neutre dans une carrière.
Et je l'ai trouvé vraiment passif, je l'ai trouvé un peu timoré, et je trouve qu'à la fin, de venir provoquer dans le 5e round en disant c'est toi qui fais rien, franchement, je trouve que c'était un peu abusé. Les deux ont fait à peu près le même nombre de frappes, on est à une quarantaine de frappes chacun. On est à 40 frappes. Quand on compare avec le combat avec le Common Event, c'est juste. On était à quasiment 200 frappes pour chacune, 170 pour Zhang et presque 200 pour Jedrzejczyk. Là, on est à 40 chacun. On est à 48 frappes pour Adesanya et 40 frappes pour Romero. Bon, voilà, la seule différence, là, c'est simplement qu'Adesanya a été plus précis. Il a touché plus de fois, et donc ça se compte au point. Voilà, c'était un combat tactique qu'a mené Adesanya. C'est pas très excitant, mais il y a des titres qu'on gagne comme ça, et je pense qu'effectivement Adesanya avait peur. Adesanya a gardé sa ceinture en adoptant une stratégie minimaliste. Il a marqué ses points. Et Romero qui a l'habitude justement de prendre ses rounds de pause. D'ailleurs, pour ma part, après le premier round, je me suis dit, mine de rien, il arrive à déranger Adesanya. D'habitude, il perd le premier round. Là, il le gagne, Romero. Donc j'ai commencé à me dire, bon, bah, ok, ça va peut-être être une autre mayonnaise, ce combat-là. Mais finalement, comme tu l'as dit, Roland, on a attendu, et il a été très passif, Romero. Pour toi, est-ce qu'il y a un autre argument au-delà de l'enjeu, le fait qu'il n'ait pas vraiment compris que c'était sa dernière chance, qui peut expliquer qu'il y a eu un non-match de sa part? Moi, je pense qu'il a quand même été perturbé par quelque chose, c'est que, je repense par rapport au combat face à Costa, Romero, quand il touche, Costa, il tremble, il tombe quasiment. Il y a même une fois où il est obligé de se reprendre, mais enfin, il chancelle. Là, dans le premier round, il le touche 2 fois, puis durement, Adesanya, et Adesanya bouge pas. Quasiment pas. Je veux dire, évidemment, il recule, parce que bon, quand même, on prend une gauche de Romero, je pense que ça détend, ça détend les maxillaires, mais je pense il s'est dit, bon, bah, en fait, je vais pas pouvoir faire exactement le combat que j'avais prévu. Je pense qu'il s'était dit au début, je vais contrer. Adesanya, de toute façon, il est agressif, il va me rentrer dedans. Moi, je vais attendre, je vais le contrer, puis à un moment, je vais le punir. Pas de bol, il le fait 2 fois dans le premier round et ça bouge pas. Ça bouge pas, et je pense qu'Adesanya, même ça lui a donné de la confiance. Il s'est dit, bon, bah, si je rentre, en fait, ok, je vais prendre des coups, mais en fait, ça va, j'encaisse, je peux le tenir, en fait, cette puissance-là. Et je pense que Romero, ça l'a perturbé. Et par ailleurs, j'ai quand même une conviction, c'est que je pense que Romero peut pas faire 5 rounds comme il avait fait les 3 face à Costa physiquement. Je pense qu'il en est incapable. Quand on voit dans quel état il est au bout d'un round et demi, en surtension dans un combat sauvage face à Costa, je pense que Romero, il peut pas tenir 5 rounds débridés, sauvages face à Adesanya. Il y a 10 ans d'écart, 12 même. Je pense que c'était pas possible. Donc il s'est dit, je vais faire un combat stratégique, je vais contrer, et par ailleurs, je vais me ménager. Et malheureusement, ça n'a pas marché. C'est évident. Il a 42 ans. C'est pas non plus, c'est pas le jeune premier qui va tout enflammer. Maintenant, on regarde le combat. Ce qui est étonnant, c'est que Romero a pas vraiment utilisé sa lutte. Il est quand même médaille d'argent de lutte libre au JO 2000. 2000. Bon. Ouais, d'accord. Mais non, mais ça joue, c'est pas juste pour signaler l'âge. Combien de matchs qu'on n'a pas vu Romero utiliser vraiment sa lutte? Il fait 3 tentatives de takedown. Bon, aucune ne réussit, mais vraiment, en plus, ça part de loin, ça manque de puissance, de faiblesse. Il met quand même 5 coups au clinch. Bon, voilà. Adesanya, c'est 100% de coups à distance. Donc Adesanya, il a tourné effectivement autour de Romero parce qu'il avait peur de prendre un coup. Mais est-ce qu'il aurait pu gagner différemment aussi? Adesanya? Parce que, mine de rien, s'il était rentré dedans, il s'exposait aussi aux frappes de Romero, et je pense qu'il a fait un espèce de calcul. Soit je rentre dedans, je peux certes essayer de le mettre KO, mais je peux aussi me faire mettre KO, ou sinon je tourne autour et puis je score une décision qui est certes pas le plus beau combat du monde, mais j'ai quand même sur Wikipédia ma petite victoire contre Romero. Bien sûr, mais c'est pour ça que l'ensemble des critiques soient formulées contre Romero, moi ça me gêne un peu. Adesanya, il a dit après le combat, pour danser le tango, il faut être 2. Et là, j'étais tout seul. Non, il faut être 2, et vous étiez tous les 2 tout seuls, en fait. C'est ça le problème, c'est que Adesanya est pas vraiment plus méritant que Romero sur ce combat. D'ailleurs, on n'a jamais vu Adesanya dans un style aussi restrictif. Là, en fait, il s'en est remis à quelque chose. C'est qu'il est très grand, il fait 1m93, 94, et il s'en est remis à son allonge. Il avait plus d'allonge, il a mis ses jambes, il a mis des points à distance, et il a profité de ça. En fait, c'était un combat intelligent, mais pas très agréable à regarder, mais c'était un combat très intelligent. C'est juste qu'il y a une tactique qui a primé sur l'autre, c'est qu'en fait, Romero comptait sur son punch, et que son punch n'a pas fait mouche. Alors qu'Adesanya a compté sur son allonge, et son allonge a fait mouche, il a marqué plus de points. Non mais voilà, les deux avaient une tactique, et je pense par contre, pour répondre sur l'histoire de la lutte, je pense que Romero aussi, il y a peut-être un fond de lui, notamment là sur ses derniers combats, c'est qu'il a fait très mal au strike. Il est capable de mettre KO avec des frappes très lourdes, très dures.
Et par ailleurs, Adesanya, c'est quelqu'un qui défend hyper bien sur les takedowns. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très difficile à mettre au sol. Et même quand vous le mettez au sol, il reste rarement plus de 30 secondes, 1 minute au sol. Très vite, il arrive à se dégager. Il est comme une anguille. Il sort des griffes et des mains de son adversaire. Donc, je pense qu'assez vite, Romero et son team ont dû écarter cette possibilité. Je crois que c'était pas une très bonne idée d'aller sur la lutte, même si c'est un très bon lutteur. C'est juste que sa puissance n'a pas fait effet. Et ça, par contre, c'est un vrai problème quand on est en combat comme ça. Est-ce que tu penses, Roland, que pour Adesanya, on se dirige vers une carrière potentielle à la Anderson Silva, où il va être très dépendant de son style, où quand on va avoir des adversaires type Chael Sonnen qui vont vouloir lui rentrer dedans, là, il va pouvoir briller. Et quand tu as des adversaires comme Romero, ou lors du combat contre Anderson Silva, justement, Adesanya, on est un petit peu déçu, parce qu'on se dit, ok, là, il est un petit peu trop attendu. Moi, je trouve que c'est quelqu'un, Adesanya, là, j'ai revu beaucoup de combats là, de lui pour préparer cet épisode, et je trouve que c'est quelqu'un qui est capable, en fait, plus qu'on ne le dit, de s'adapter. C'est quelqu'un, si on fait son style en 2 mots, c'est un combattant magnifique. C'est quelqu'un qui a toutes les parties du corps, il frappe des 2 côtés, il a une jambe gauche, mamma mia, quand ça monte en high kick, ça fait mal. Il est capable de changer de garde à loisir. Donc ça, c'est très dérangeant dans le combat pour l'adversaire. Il a une vitesse d'esquive vraiment rare, je pense, dans l'histoire des sports de combat. Et surtout, plus que ça, il a un sens de la distance qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui casse la distance de l'adversaire régulièrement et qui, lui, est capable, notamment avec sa main gauche, là, de se remettre dans cette distance. Là, ce qu'il nous a montré hier, c'est quelque chose de très différent de ses combats précédents. Même face à Anderson Silva, c'était quand même un autre combat que face à Anderson Silva, où il y avait eu plus d'activité, plus d'esquive aussi des deux. Ça avait été assez spectaculaire de ce point de vue-là quand même. Là, il nous a montré un truc qui ne déplairait pas aux amateurs de tennis, Brad Gilbert, c'est win ugly. Je gagne moche. Je sais gagner moche. Je vais vous prouver que je sais gagner moche. Voilà, je suis déjà 18-0. 18-0, j'ai mis quand même 14 TKO ou KO. Là, le 19e, c'est garder ma ceinture. Je veux prouver que je sais tenir face à un puncher surpuissant comme Romero. Je tiens mon combat, j'ai ma stratégie, je m'y tiens, je reste concentré tout le long. Ça, c'est un truc qu'il a dit dans toutes les interviews après combat. Voilà, il nous a montré autre chose. Moi, je trouve pas ça gênant qu'il sache faire ça. Au contraire, on se plaignait là il y a quelques semaines de l'absence de possibilité de changement stratégique de Deontay Wilder. Adesanya, il nous a montré autre chose. En fait, lui, il a cette capacité à se dire là, en puissance, je vais être dominé. Je vais proposer une autre stratégie et gagner quand même si c'est pas beau. Et à contrario, donc formidable Adesanya qui poursuit sa route vers John Jones. Jérôme Black est maintenant sur quand même 3 défaites consécutives. 42 ans, 43 ans au mois d'avril. Est-ce qu'il a grillé sa toute dernière cartouche pour le titre ? Pour le titre, ça risque d'être très compliqué. Dana White est capable de changer d'avis très fréquemment. Oui. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Mais redonner une chance pour le titre à Romero, qui, je crois, a le record de title fight pour un combattant de l'UFC. Peut-être Uriah Faber qui doit être dans ces... d'accord. Ouais. Je ne sais pas. Nous n'avons pas de semble-t-il. Bon. Ça va être très compliqué. Il faudrait qu'il aille chercher un gros nom et qu'il gagne de façon très démonstrative, explosive, et pas à la décision avec un combat où on n'ose pas. Donc, je sais pas. En même temps, quand je regarde la catégorie, je me dis qu'il y a plus grand monde à prendre pour lui. Ouais, et puis il reste sur 3 défaites de suite. Peut-être un Whittaker, si un jour Whittaker revient, mais il a déjà 2 défaites contre Whittaker. Mais ça serait peut-être le seul combat qui pourrait lui permettre de... Ou Darren Till aussi. Ouais. Éventuellement, je sais pas. Affaire à suivre en tout cas. Roland se dirige vers un Paulo Costa contre Israel Adesanya. Le combat qui devait avoir lieu, c'est UFC 248, mais Paulo Costa s'est déchiré le biceps. Comment est-ce que tu vois la chose ? Je pense qu'évidemment, ce sera un combat très différent. En tout cas, on a bien compris que c'était quasi une injonction de la part de Dana White. Il faut que ce soit un combat différent, parce qu'il était très déçu. Je pense que Paulo Costa, pour le coup, je crois qu'il sait pas faire ça. La stratégie là, de Romero, la stratégie. Oui, voilà. Peut-être que ça va jusque-là. Mais le coup de je vais être patient, je vais bien lier mes grands dorsaux avec mes poings, monter ma garde, j'attends qu'il rentre, je le contre. Je vois pas du tout Paulo Costa faire ça. Je pense que ça va être un très beau combat. Je pense qu'Adesanya, pour le coup, ça va lui permettre de s'exprimer aussi davantage. Ce sera un combat plus ouvert. En revanche, clairement, là, il y a un truc où il faudra voir, c'est que
pense par contre que Costa, il a du mal à encaisser certaines frappes. Hein. Complètement. Et c'est quand même quelqu'un, quand on lui rentre dedans, ça lui fait mal. Et il faut pas se dire, après le combat d'hier, qu'Adesanya ne sait plus frapper. Je veux dire, il sait toujours frapper, il sait toujours faire mal, et il a mis quand même beaucoup d'adversaires KO. Je pense que ce sera un combat assez équilibré, et surtout, ce sera une belle opposition de style. Et surtout, il y aura un combat un peu sauvage. Hein, surtout, c'est quand même ça qu'on attend. Ça va être wild. Ça va être super. Ça va être super, surtout qu'Adesanya va le mettre KO au 4e round. Bien, messieurs, podcast KO, épisode 6, saison 2, c'est terminé. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci Joanna Jedrzejczyk, merci Weili Zhang pour cette International Women's Day. Vous nous avez régalé. On vous souhaite une très bonne suite de vacances, monsieur Pitsus. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Google Podcast, Apple Podcast et bien évidemment le site de l'équipe. À la prochaine.